Bonjour tout le monde, je suis David, je suis l'auteur du livre Tout sur Bitcoin et bienvenue à cette série de vidéos au sujet de l'hyperinflation. Aujourd'hui, dans cette première vidéo, nous allons débuter par l'étude des définitions de l'inflation et de différentes périodes de dévaluation monétaire qu'il y a eu à travers l'histoire de la monnaie. Donc, on va commencer tout de suite avec qu'est-ce que l'inflation? Donc, je me fais apparaître ici, dans le coin en bas. Bonjour tout le monde. Donc, le sujet de l'inflation est souvent assez mal compris et une des raisons pour ça, c'est la mésentente au sujet des différentes définitions de l'inflation. Donc, l'inflation pour les bitcoiners est, disons, comparée à des économistes mainstream. On parle souvent même pas de la même définition, on parle même pas du même sujet quand on parle d'inflation. Alors, dans cette première vidéo, on va essayer de s'entendre ensemble sur quelle définition nous allons utiliser lors de l'étude des différentes périodes d'hyperinflation. Donc, la première définition que nous avons ici, c'est la définition du Robert. L'inflation, selon le Robert, c'est un accroissement excessif des instruments de paiement, donc billets de banque, capitaux, entraînant une hausse des prix et une dépréciation de la monnaie. La deuxième définition nous vient du Larousse. Donc, pour le Larousse, l'inflation, c'est une situation ou phénomène caractérisé par une hausse généralisée et continue du niveau des prix. Donc, ici, le mot-clé est généralisé. Donc, essentiellement, pour le Robert, l'inflation, c'est un accroissement de la masse monétaire. Quand on parle d'un accroissement excessif des instruments de paiement, on parle essentiellement de l'accroissement de la masse monétaire. Et pour le Larousse, on parle plutôt du résultat de cet accroissement de masse monétaire qui est la hausse généralisée des prix. Et le mot généralisé ici est très important. On va voir plus tard la différence entre une hausse de prix, des hausses de prix et une hausse généralisée des prix. Durant cette étude de l'hyperinflation, on va plutôt utiliser la deuxième définition. Bien que ce que mes recherches dans ce sujet tendent à prouver que essentiellement l'inflation, c'est toujours un phénomène monétaire. La définition qu'on va utiliser, c'est plutôt la définition de la hausse généralisée des prix, parce que c'est ce qui est plus clair pour parler d'hyperinflation. Donc, je mets ça en place au début. L'inflation, ça peut vouloir dire deux choses. Ça peut vouloir dire l'expansion de la masse monétaire ou la hausse généralisée des prix. La hausse généralisée des prix est toujours une conséquence de l'augmentation de la masse monétaire. Et donc, sachez que dans cette présentation, dans cette série de vidéos, quand on va parler d'inflation, on va parler de l'augmentation généralisée des prix. Et quand on va vouloir parler d'augmentation de la masse monétaire, on va simplement parler d'augmentation de la masse monétaire. Donc, espérons que cette distinction est claire pour vous. Et quand on parle de définition d'inflation, on revient souvent à la même citation, la fameuse citation de Milton Friedman, qui dit en anglais « Inflation is always and everywhere a monetary phenomenon ». Donc en français, ça voudrait dire que l'inflation est toujours et partout un phénomène monétaire. Il y a une deuxième partie à cette citation de Milton Friedman qui a plus un lien avec l'accroissement de l'économie, la croissance, de l'économie. On peut tout à fait mettre ça en relation, la croissance de l'économie et l'inflation. On va voir comment un et l'autre s'affectent mutuellement. On va voir ça dans une vidéo plus tard. Mais pour l'instant, ce qui est important pour cette vidéo au sujet de la définition de l'inflation, c'est qu'on va s'intéresser justement à qu'est-ce qu'un phénomène monétaire. C'est le prochain sujet qu'on va traiter. Et ensuite, on va lister plusieurs événements dans l'histoire de la monnaie où on a vécu des phénomènes d'accroissement de la masse monétaire, donc des phénomènes monétaires. Donc, qu'est-ce qu'un phénomène monétaire? Essentiellement, c'est ce que Milton Friedman parle, c'est l'accroissement
de la masse monétaire. Et il y a deux façons qu'on peut accroître la masse monétaire. De un, en imprimant de la monnaie. Donc, c'est ce qu'on vit aujourd'hui dans un système monétaire fiat. C'est l'accroissement de la masse monétaire se fait par une impression monétaire. Et là, évidemment, quand on dit ceux qui sont au fait de ce genre de sujet, quand on parle d'impression monétaire, aujourd'hui, on ne parle plus essentiellement là, d'imprimer des billets. Dans plusieurs périodes d'hyperinflation qu'on va étudier plus tard, c'était littéralement le cas. Ils imprimaient des billets, il y avait vraiment une impression physique de billets. Mais aujourd'hui, la monnaie est dématérialisée, la monnaie est numérique, elle est contenue dans des bases de données des banques essentiellement, puis des banques centrales. Et donc, quand on parle d'impression monétaire, on parle simplement d'accroissement de la masse monétaire plutôt numérique aujourd'hui que d'imprimer des billets. Mais à travers l'histoire de la monnaie, on a souvent imprimé physiquement des billets et ça a souvent donné de l'hyperinflation. On va tout voir ça dans des vidéos subséquentes. La deuxième façon d'accroître la masse monétaire, c'est en réduisant la quantité de métal précieux dans la monnaie de métal précieux. Donc, ça a été fait. Ce qu'on voit ici dans le graphique, c'est durant l'Empire romain. Donc, le graphe part là, à la fondation de l'Empire, du passage de la République à l'Empire romain. En moins 31 avant Jésus-Christ, ce qu'on voit sur le graphique, essentiellement les deniers, donc des denarius en anglais, étaient composés en grande majorité d'argent. Donc on voit qu'il était presque peu. Là, on le voit que c'est à environ près de 100% d'argent. Et on voit à travers le temps, là, disons, de 200, à partir là, de 200, passé 200 vers Jésus-Christ, après Jésus-Christ, pardon, on voit que ça descend, le pourcentage de monnaie là, descend, de métal, d'argent métal dans les deniers, descend énormément. Donc, c'est ce genre de période-là qu'on va étudier dans la prochaine slide. Ce que j'ai à dire là, par rapport à ça, c'est que par rapport à l'hyperinflation, c'est possible d'avoir de l'hyperinflation seulement quand on a en utilisant de la monnaie papier. La monnaie papier qui serait déconnectée là, de son actif sous-jacent qui était jadis des pièces de monnaie de métal précieux. Donc, une fois qu'on déconnecte là, ce lien-là entre la monnaie papier, quand la monnaie papier ne représente plus de la monnaie métal, ben, c'est là qu'on peut avoir de l'hyperinflation. Il n'y a pas eu de moment où on a vécu de l'hyperinflation quand les économies étaient basées sur des monnaies de métal précieux. Et c'est ce qu'on va voir dans la prochaine slide, quand on va parler des phénomènes, de différents périodes d'évaluation monétaire. On va voir que quand c'était de la monnaie de métal précieux, bien, on avait de l'inflation, on en a eu. C'est ce qu'on va voir, les différentes périodes d'inflation qu'on a pu avoir, même avec la monnaie métal, en dévaluant son contenu, en diminuant son contenu, on n'a pas eu d'hyperinflation. Puis on va voir le niveau d'inflation qu'on pouvait avoir à ces différentes époques. Alors voilà, c'est là qu'on va étudier les différentes périodes de dévaluation monétaire à travers le temps. On commence comme ça avec la guerre du Péloponnèse et la deuxième guerre punique. C'est les premiers événements de dévaluation que j'ai pu retrouver là, à travers mes recherches. Essentiellement, la première, c'était une guerre entre Athènes et Sparte. Et la deuxième, les guerres puniques, c'est la République romaine et Carthage. Donc, dans ces deux occasions, on a dévalué la monnaie de métal précieux pour financer la guerre essentiellement. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on récupère les pièces qui sont, disons, faites à 90% d'argent et on les dilue avec moins d'argent dedans pour créer plus de monnaie à partir du même métal précieux. Tout ça pour financer la guerre. Toujours en romantique, mais cette fois-là, durant l'Empire. Le premier, c'était durant la République romaine. Maintenant, durant l'Empire, au 3e et 4e siècle, c'est ce qu'on a vu là, dans le graphique précédent. On voyait la concentration en argent dans les pièces diminuer. Bien, ça a été beaucoup pire là, à la fin du 3e siècle et du 4e siècle. Bien, essentiellement,
il y a une note là, dans mes recherches que j'ai trouvées qui évaluait le prix du blé en Égypte, exprimé en drachma, donc une monnaie de la Grèce. Euh, ce prix, le prix du blé a explosé de 1 million de fois sur une période d'environ 400 ans. Là. Donc, on parle de 40 avant Jésus-Christ à jusqu'à 360 après Jésus-Christ. Donc, sur environ 400 ans. Et cette explosion de prix de 1 million de fois plus pour le calcul du prix du blé, ça équivaut environ à seulement 4,4 % d'inflation annuelle. Et donc, c'est pas dire qu'ils ont eu 4,4 % d'inflation annuelle durant ces 400 ans-là, puisque l'inflation a vraiment plutôt démarré à partir de environ 238 après Jésus-Christ. Donc, on pouvait, entre 250 environ après Jésus-Christ jusqu'à 293, c'était une inflation d'à peu près 3,65 %. Et ensuite, ça a monté jusqu'à 22,28 % entre 293 et 301 après Jésus-Christ, donc au 4e siècle. Donc, ce qu'on voit, c'est que sur 400 ans, il y a eu 1 million, il y a eu au total comme 4,4 % par année d'inflation, qui était l'augmentation du prix de 1 million de fois. La majorité de cette inflation-là a été faite plutôt au 3e et 4e siècle, qui passait là, donc de 3,65 à 22 % d'inflation de toute fin. Donc ça, c'était une grande période d'inflation quand même, mais ce qu'on voit, c'est comme ils utilisaient des pièces de monnaie de métal précieux, même avec cette grande là, dévaluation, c'était pas du tout près là, du niveau d'hyperinflation qu'on peut avoir. On va tout voir ça dans les prochaines vidéos. Qu'est-ce que c'est exactement l'hyperinflation? Et donc, j'ai des pièces à vous montrer, des vraies pièces de cette époque à vous montrer. Donc, je vais changer la caméra. Si vous me donnez une petite seconde, on va aller à la caméra de la collection. Voilà, comme ça. Là, je vais essayer de faire le focus comme ça pour vous montrer. Donc, ce que j'ai ici, c'est une pièce de Marc Aurèle. Attendez que je fasse le zoom. Je l'ai eu tantôt. Comme ça, bon. C'est le mieux qu'on va avoir, je pense. Donc, ça, c'est une vraie pièce en argent de Marc Aurèle. Je cherche toujours à avoir le focus. Bon, ben, voilà. Donc, c'est une pièce, c'est un denier, un denarius en anglais, de Marc Aurèle. Donc ça, il y avait quand même un assez fort pourcentage d'or. Ça date de 160 après Jésus-Christ, donc avant la grosse dévaluation. Et on peut voir là, que c'est une belle pièce en argent. Ensuite, on a un Antononianus ici, qui est une monnaie là, qui est apparue après la fin, dans le fond, du 3e siècle. C'était l'équivalent de 2 deniers, mais il y avait encore moins d'argent dedans. Si on peut voir, là, il y a comme une couronne. C'était des radiates qui appelaient là, ces pièces-là. C'était commun là, d'avoir une couronne comme ça sur les empereurs romains, sur leurs pièces. Et donc, cette pièce-là, on peut très bien voir qu'il n'y a pas vraiment beaucoup d'argent dedans. C'est pas une pièce là, qui est du tout de la couleur de l'argent métal. Et ça valait, imaginez-vous, ça valait 2 deniers. Et il y avait presque plus, là, à cette époque-là, d'argent là, dans la pièce. Donc voilà, je vais retourner ici, comme ça, à la vidéo. Et voilà. Et si je vous ramène comme ça, ici, je peux vous montrer là, ce qui ont l'air les pièces en vrai. Donc, on avait ici le denarius là, de 160, de l'an 160, comme ça. Et si on le compare ici au Antononianus de 260 après Jésus-Christ, donc on voit là, ces pièces avec le temps étaient seulement recouvertes d'une fine couche d'argent, mais c'était plus des pièces qui avaient beaucoup de... J'ai ici, dans le fond, un graphique similaire où on voit là, la dévaluation de ces pièces pour mener, je pense qu'on ne le voit pas dans la vidéo, mais voici, on a le denarius, ici on a la fin du denarius
environ là, à la fin vers 200 quelque chose. Et ensuite, on a le Antononianus qui prend le relais et qui est exposé valoir 2 deniers essentiellement. Donc, voilà une première période d'évaluation. Ensuite, on a eu un autre exemple, un très bon exemple d'évaluation monétaire, c'est le maravédis espagnol. Je peux vous ramener ici à la caméra. Ça, c'est un très bon exemple d'évaluation monétaire. Puis ça va nous permettre aussi de parler de monnaie de réserve mondiale. Donc, ça ici, c'est un maravédis espagnol. Ça date là, du 16e siècle. Et essentiellement, c'était la monnaie là, de cuivre de l'Espagne. La vraie monnaie de l'Espagne, c'était le dollar espagnol qu'on peut voir ici, qui est un piece of eight. C'est l'origine du mot pesos, littéralement. C'est aussi l'ancêtre du dollar US, le vrai dollar en argent US, qui en a une version, ici ça c'est une version moderne, mais c'est exactement le même poids en argent que jadis. Donc ça c'était vraiment un dollar US à l'origine, et ça vient du dollar espagnol. Et ici, à côté, on a un thaler, qui est l'origine du mot dollar d'ailleurs. Celui-ci, c'est un thaler de l'Autriche. Donc, on voit que ces pièces ont un format là, similaire. Donc, ça, c'est l'origine, littéralement, du dollar. Et donc, pour en revenir à notre fameux maravédis, le maravédis, c'était une pièce de cuivre que les autorités pouvaient diluer. Parce qu'ils ne voulaient pas toucher à la monnaie de réserve. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que l'Espagne avait la monnaie de réserve, qui était le dollar espagnol à cette époque, et pour ne pas faire mal à leur commerce international, donc de diluer la valeur de leur pièce de monnaie qui servait comme monnaie de réserve mondiale, ils voulaient diluer quand même pour créer de l'inflation, se financer à partir de la dévaluation monétaire. Ils le faisaient aux dépens de leur population qui, elle, utilisait des maravédis. Donc, comment ça fonctionnait? C'est que ce maravédis-là, à l'origine, peut-être qu'il valait 2 maravédis. Là, il rappelait tous les maravédis que la population avait. Il demandait aux gens de ramener les maravédis. Donc, il ramenait, disons, 2 maravédis. Puis au lieu d'avoir 2 dessus, il est tampé un 4. Donc, on peut voir sur celui-là, c'est marqué ici dans le coin, c'est marqué 8. On ne le voit pas très bien, mais c'est tampé 8 dessus. Donc, ça veut dire qu'il a passé probablement plusieurs périodes de l'évaluation. Au début, il valait 2. Après ça, ils ont rappelé, il est tampé 4 dessus, puis il redonnait seulement une pièce au propriétaire. Et même chose après, il valait 4 maravédis. Il demandait à tout le monde de ramener les maravédis, puis il tampait un 8 dessus, puis il en redonnait simplement un, puis il gardait l'autre. Donc, ce que ça veut dire, c'est que l'État diluait la valeur de la monnaie comme ça, aux dépens de leur population. Ils ne voulaient pas dévaluer la monnaie de réserve mondiale, qui était la vraie pièce en argent, qui, elle, n'a pas été dévaluée tant qu'elle était la monnaie de réserve mondiale. Donc, ensuite, prochain sujet d'évaluation, c'est la fameuse révolution des prix du 15e au 17e siècle. Ça, c'était causé par l'afflux de métaux précieux. Donc, c'est une troisième façon, en fait, d'augmenter la masse monétaire qu'on n'a pas parlé. C'est si votre masse monétaire est basée sur l'or ou l'argent, si vous augmentez le stock d'or et d'argent dans l'économie, par exemple en trouvant des mines en Amérique, puis si vous augmentez essentiellement la masse monétaire. Donc, il y a eu une grande révolution de prix. Là, ça a été appelé la grande révolution de prix, cette période-là. Et ce qui est fou de savoir, c'est que ça équivalait littéralement à seulement 1 à 2 d'augmentation annuelle d'inflation. Et cette période-là a été appelée la grande révolution de prix. Et cette révolution de prix, c'est rien comparé à l'inflation qu'on voit aujourd'hui. C'est l'inflation normale, donc 1-2 %. Et c'est pour dire qu'à ce moment-là, on n'était pas habitué d'avoir des changements de prix comme ça. Pour avoir une grande période qui a été appelée la révolution des prix, mais il a fallu avoir un grand afflux de métaux précieux qui a dilué en fait la valeur de la monnaie
existante. Et donc ça, c'est au 15e et 17e siècle. Une autre période de dévaluation monétaire qu'on a vécue ensuite, c'est en France. Au 17e siècle, au 18e siècle plutôt, c'est John Law en France qui a démarré son propre système, là, pas son propre, mais il a influencé le gouvernement français à créer de la monnaie papier qui a mené à une grande période d'inflation. Et ensuite, on a eu les assignats qui sont littéralement, je peux y aller ici, les assignats, j'en ai ici. Ça, c'est des vrais assignats, ils sont flambant neufs. Et ça date de 1793. Donc, c'est la première période d'hyperinflation, littéralement, de l'histoire. Donc, encore une fois, le gouvernement s'est tourné vers la monnaie papier pour se financer et ça a créé une grande période d'hyperinflation en France après la Révolution. Prochaine période de dévaluation monétaire, c'est aux États-Unis. Donc, on va parler du fameux ordre exécutif 6102 et ensuite de la réévaluation de l'or en 1934. Donc, j'ai les billets ici de cette époque. Pour commencer, on a un 20$ US et ce qu'on peut voir, là, je ne sais pas si... Oui, on peut le voir. Vous voyez, dans le coin en haut à gauche, c'est écrit « Redeemable in Gold on Demand ». Donc, ce billet-là était littéralement échangeable en or. Ce qu'il faut comprendre, c'est que 20$ comme ça, à l'époque, en 1900, je ne sais pas si j'ai dit, mais c'est un billet de 1928. OK? Donc, en 1928, un once d'or valait 20,67, littéralement. Donc, ça, c'était échangeable pour un once d'or, littéralement. Et ensuite, en 1933, il y a eu l'ordre exécutif 6102 le gouvernement a rendu illégale la possession de l'or. Donc ici, et des certificats en or. Donc ici, on a un vrai Gold Certificate. D'ailleurs, en passant, ce certificat était illégal. On ne pouvait pas posséder ce certificat-là jusqu'à genre quelque chose comme 1964. Là, ils ont remis ça légal en 1964, mais à partir de 1933, c'était illégal de posséder ces billets-là. Il fallait les retourner et qu'ils soient échangés contre des billets normaux. Donc, en 1933, le gouvernement fait l'ordre 6102 puis saisit tout l'or. Tout l'or sous forme de monnaie, là, donc des lingots, des pièces d'or, des gold certificates comme ça. Et pour après, en 1934, émettre une nouvelle série de monnaies. Ça, c'est les billets de 1934. Et vous pouvez voir la mention dessus « This note is legal tender for all debt ». Donc c'est à ce moment-là, ils ont enlevé littéralement la mention là, que c'est remboursable en or. Si vous voulez voir ici, sur le Gold Certificate, c'est marqué en bas, là, tout en bas ici, c'est marqué in gold coin payable to the bearer on demand. Donc ça, c'est échangeable contre des vraies pièces d'or, littéralement. En 1933, ils ont rendu ça illégal. Puis en 1934, ils ont eu les nouveaux billets qui sont legal tender. Et ce qui est complètement fou dans cette histoire, ce qu'il faut savoir, c'est ça qui est intéressant, c'est que en 1934, ils ont réévalué le prix d'or, parce que là, le concept ici, c'est qu'on parle de dévaluation. Mais comment ils ont fait la dévaluation? C'est qu'ils ont réévalué le prix de l'or à 35$ l'once au lieu de 22,67. Donc, ce qu'ils ont fait essentiellement, c'est qu'ils ont dévalué les dollars que tout le monde possédait. Donc, imaginez le deal qu'ils ont fait. En 1933, ils ont saisi l'or de tout le monde. Ils ont payé 22,67 pour l'or. Et après, ils ont dévalué le dollar US en rendant l'or à 35$. Donc, imaginez, les gens se sont fait avoir. Leur billet qui avait échangé ici 20$, qui équivalait à peu près une once d'or, en achetait un peu plus que la moitié après. Donc, on ne pouvait plus racheter un once d'or avec ce billet-là. Ça coûtait 35 et non plus 20,67 précisément, pour acheter l'once d'or. Donc, ça a été une grande dévaluation de la monnaie. Donc, juste en un an, ils saisissent tout l'or. En 1933 et en 1934, ils réévaluent le prix de l'or pour favoriser littéralement le gouvernement et défavoriser les gens qui avaient échangé des pièces d'or, des onces d'or, contre cette monnaie fiat. Et donc,
ça, ce que ça m'amène à vous parler, c'est que les États-Unis sont les premiers à avoir dévalué la monnaie de réserve mondiale. Donc, avant que les États-Unis aient la monnaie de réserve mondiale, le dollar US, bien, c'était souvent des petits États qui faisaient beaucoup de commerce international qui avaient la monnaie de réserve. On commence là avec les États-cités italiens. On avait eu le florin à la Renaissance, donc au 13e siècle. Donc à Florence, il y avait le florin qui était une pièce d'or. Tout le temps qu'ils ont eu que le florin était la monnaie de réserve internationale de cette époque, ben, ils n'ont pas dévalué la monnaie, ils n'ont pas réduit le format, ils n'ont pas réduit le total de métal. En Espagne, on en a parlé plus tôt, quand on a parlé des Maravédis, l'Espagne n'a pas dilué son dollar espagnol parce que c'était la monnaie de réserve mondiale. Ensuite, on a eu les Pays-Bas, les Netherlands qui ont fait la même chose. Il y avait la monnaie de réserve mondiale parce que c'était encore un petit pays d'ailleurs qui faisait beaucoup de commerce international. C'est là que la première banque centrale a été fondée. On va en parler d'ailleurs dans une vidéo subséquente de toute cette histoire-là, de comment ça s'est fait, la naissance des banques centrales. Ben c'est ça, ils n'ont pas non plus, eux, dilué leur monnaie de réserve tant que c'était tant que c'était la monnaie de réserve mondiale. Et pourquoi? Tout simplement, c'est parce probablement qu'ils jugeaient que de dévaluer la monnaie de réserve mondiale, qui était en possession d'eux, ça nuirait plus au commerce international, à l'argent qu'ils faisaient en étant le centre du commerce international, que de profiter de l'effet de l'inflation. Donc, en Espagne, ils dévaluaient leur monnaie de cuivre à la place. Et donc, c'est ça. Donc, ces petits pays-là qui faisaient beaucoup de commerce international n'étaient pas incités à dévaluer leur monnaie. Maintenant, aujourd'hui, les États-Unis sont les premiers à l'avoir fait parce que probablement que, donc, eux jugent qu'ils ont plus à gagner en dévaluant la monnaie de réserve internationale et puis profiter de l'inflation que de la laisser neutre sans toucher au contenu monétaire. Et pourquoi, essentiellement? Je pense, à mon avis, c'est qu'avant, les gens étaient libres de choisir c'était quoi leur réserve, la monnaie de réserve, littéralement. C'est pour ça qu'on voit qu'il y a eu des changements comme ça, donc de la Renaissance du 13e siècle, ensuite à l'Espagne au 15e, 16e siècle, ensuite les Netherlands au 17e, 18e siècle. Les gens ont changé quand ils ont vu qu'il y avait une meilleure monnaie qui leur permettait de commercer internationalement, qui était d'une meilleure technologie monétaire essentiellement. Les gens choisissaient et changeaient. Mais là, les États-Unis, eux, probablement qu'avec leur hégémonie mondiale, ils ont le pouvoir d'imposer littéralement la monnaie. Donc, c'est pour ça qu'ils peuvent la diluer. Et donc, dernier exemple, on retourne à notre collection. Dernier exemple là, de période de dévaluation, c'est quelque chose d'assez intéressant que j'ai découvert là, en faisant mes recherches. Ça s'appelle un Swiss dinar. Ça vient de l'Irak, avant les guerres du Golfe. Puis, c'était connu dans la région comme le Swiss dinar. Bon, c'était un peu pour dire que c'était des billets de qualité. Okay? Puis, ils faisaient confiance là, à la Banque centrale pour pas trop la dévaluer. C'était comme la monnaie la plus stable de cette région, de la région du Middle East, essentiellement. Et donc, ensuite, il y a eu les guerres du Golfe et ils ne pouvaient plus utiliser là, leur même fournisseur qui était en Angleterre pour imprimer leur monnaie. Donc, ils ont fait affaire avec la Chine et on a eu ces billets-là par la suite à l'invasion de l'Irak, ensuite aux guerres du Golfe. Et le fait intéressant à savoir, c'est qu'il y avait dans l'économie un système de double prix. Il y avait un prix pour les Swiss dinars, comme ça, que les gens savaient qui n'avaient pas été surimprimés, puis qui étaient de qualité, qui n'étaient pas faciles à contrefaire, et c'était plus difficile à faire des billets contrefaits avec ces beaux billets là, de qualité que les billets chinois. Donc, dans les commerces, il y avait deux prix. Il y avait un prix si vous payiez avec le beau billet là, de qualité ou le billet chinois qui était imprimé par la suite qu'on pouvait contrefaire ou que le gouvernement pourrait en imprimer beaucoup. Donc, c'est de dire que même quand c'est un bonnet fiat, que la valeur est imposée par l'État,
les caractéristiques de la monnaie, donc une monnaie de meilleure qualité qu'on sait qui n'a pas été dévaluée, avait une meilleure valeur, même si c'est de la monnaie fiat. Donc ça, je trouve que c'est un événement super intéressant. Et dernier point que je vais faire ici, grâce à ma petite balance, j'ai souvent rencontré des gens là, qui pensent que, dans le fond, la monnaie, là, ça vient de l'État, c'est toujours quelque chose par rapport à l'État. On peut le voir d'ailleurs même à Rome. Dans le fond, les pièces, oui, ils valaient quelque chose par rapport à leur poids en or, mais ils étaient standardisés, tampés par l'Empire romain, et c'est ça qui leur donnait une valeur. Bien, oui puis non, parce qu'on a une preuve ici. La valeur de la monnaie venait essentiellement du contenu en métal précieux, puisque j'ai ici une pièce, dans le fond, c'est un poids monétaire. Ça, c'est supposé équivaloir à 8. Il y a un petit 8, là, en chiffre romain dessus. Ça, c'est 8 réals espagnols, donc le dollar espagnol ici. Donc, cette mesure-là est l'équivalent en poids de un réal espagnol, donc pardon, 8 réals espagnols, donc $1 espagnol, comme ça. Donc, quand les changeurs de monnaie, ils prenaient le temps de peser les pièces pour savoir s'ils n'avaient pas été trop rognés ou s'ils avaient subi là, du dommage pour les dévaluer. Donc, ils étaient essentiellement échangés pour leur poids en métal précieux. C'est bien la preuve parce qu'ils prenaient le temps de les peser dans les bureaux de change. Donc, oui, étamper là, les pièces, ça permettait de les standardiser, puis ça donnait un certain pouvoir à l'État là, de dire, nous, on certifie dans le fond que cette pièce-là vaut, disons, 2 deniers ou 1 denier ou $1 espagnol, mais à la base, c'est son poids en métal qui faisait foi de sa vraie valeur. Et donc, je terminerai en disant que le deuxième exemple de ça est le dinar irakien, où il pouvait exister un prix pour le billet de qualité versus le billet qui était facile à contrefaire ou qu'on ne savait pas à quel point la Banque centrale en avait imprimé. Il existait un phénomène de prix dû à la rareté, un phénomène de prix différent dû à la rareté et la qualité du billet original avant l'invasion de l'Irak. Alors voilà. C'est ce qui conclut cette première vidéo là, au sujet de l'inflation. Dans la prochaine vidéo suivante dans cette série, on va regarder ensemble les types d'inflation. Donc là, on a parlé des définitions de l'inflation, mais là, on va parler des types d'inflation, surtout au niveau de quel taux d'inflation il faut avoir pour arriver, disons, à de la basse, de la haute ou de l'hyperinflation. Donc, je vous revois à la prochaine vidéo. Merci de votre attention.